Bonjour. Donc ce matin, on va avoir la session d'enseignement. Ensuite, après la pause thé, on aura l'opportunité de poser des questions, de faire une session de questions-réponses avec Ishala. Et cet après-midi, on aura un petit changement pour faire plus de pratiques personnelles ou de repos. Après le repas, on va reprendre à 4h30. On aura juste une session cet après-midi de 4h30 à 6h. Et donc après, soit on va au repas, soit on aura une pause avant le dîner, donc de 6h30 à 7h. De 6h à 7h. C'est pour ce qu'on se régénère un peu. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge parmi les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Evam Vali Mahashramanaye Swaha Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vali Mahashramanaye Swaha Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Okay, now Donc pour la bodhicitta, par deux méthodes. Nous avons fait la première, la seconde en fait. Nous avons fait et maintenant nous allons commencer par nous allons faire la première. Et donc c'est la causalité septuple, la méthode en 7 points qui sont causaux. Donc c'est la méthode causale en 7 points. Donc pour cette méthode causale en 7 points, on va énumérer d'abord les 7 points. Pour ces 7 étapes, il y a un préliminaire. Le préliminaire est 7 étapes. Cela fait 8, mais on compte seulement 7. Le préliminaire, c'est l'impartialité.
l'impartialité ou l'équanimité aussi, on l'appelle aussi comme ça. Ensuite, parmi les 7 points, le premier, c'est se souvenir que tous les êtres ont été notre mère, se souvenir que tous les êtres ont été notre mère. Numéro 2, se souvenir de leur bonté. Se souvenir de leur bonté. Numéro 3, leur rendre leur bonté. Le numéro 4, voir les êtres avec le regard de la grande affection. Cinq, la grande compassion. 6, l'altruisme. 7, la bodhicitta. Le numéro 1, c'est se souvenir que tous les êtres ont été nos mères. 2, se souvenir de leur bonté. 3, leur rendre leur bonté. 4, voir les êtres avec les yeux de l'amour affectueux. 5, la grande compassion. 6, l'altruisme. 7, la bodhicitta. Le préliminaire, c'est l'impartialité ou l'équanimité. Ça veut dire que les pratiques des bodhisattvas, bien sûr, impliquent nécessairement la transformation de notre esprit d'un état extrêmement ordinaire, l'état d'esprit d'un être extrêmement ordinaire, jusqu'à la pensée d'un bodhisattva, la pensée extrêmement sophistiquée d'un bodhisattva. Et donc au moment, pour l'instant, la façon dont nous pensons, c'est extrêmement basique, extrêmement basique. Et puis, quand on pense à la pensée des bodhisattvas, c'est extrêmement sophistiqué et cela englobe tous les êtres. Et donc, il y a un immense fossé entre ces deux pensées. Pour essayer d'égaliser notre pensée avant de construire notre état d'esprit de bodhisattva, il faut éviter d'être biaisé, en fait. Il faut égaliser, niveler notre état d'esprit. Parce que on a la tendance à aimer certains, à apprécier certains, et puis ressentir de l'aversion vis-à-vis d'autres. Et donc ça, c'est un grand défaut, c'est un grand obstacle. C'est une entrave pour notre pratique de la bodhicitta. C'est une grande entrave qui nous empêche de cultiver bodhicitta. Et donc c'est pourquoi nous devons d'abord égaliser notre esprit ou maintenir un sens d'impartialité vis-à-vis de tous les êtres. Et donc comment est-ce qu'on le fait? Vous aimez votre mère tellement. Et donc on va penser ici de l'amour et de l'affection. Dans le contexte de la pratique de bodhicitta, on doit penser à l'amour et l'affection pure. L'amour et l'affection pure. Et à certains temps, même quand on est vis-à-vis de notre femme ou de notre mari, ça peut être une affection extrêmement pure. Mais dans la plupart du temps, c'est une façon addictive. Et donc, on peut voir avec de nos yeux, j'ai vu avec de mes yeux l'amour extrêmement pur entre deux personnes. Et donc c'est bien au-delà de la simple attraction, la simple attraction physique. Et donc bien sûr, souvent, la plupart du temps, c'est mêlé à de l'attachement, etc. Et donc, essayez de voir quelqu'un que vous aimez tellement, tel que votre mère. Et donc, quand vous revenez vers le passé, vous allez voir que l'amour qui nous a fait survivre depuis notre jeune temps, depuis nos premiers jours, c'est un exemple extrêmement bon, dans certains cas extrêmement rares. La mère
qui a traversé des périodes extrêmement difficiles quand elle était jeune elle-même, et donc est devenue un peu hystérique, paranoïaque, avec des névroses, etc. Et donc parfois elle a eu des difficultés bien sûr à éduquer ses enfants, mais la plupart du temps, dans la grande majorité du temps, notre mère nous éduque avec un état d'esprit extrêmement le plus beau, le plus bel état d'esprit, l'état d'esprit le plus magnifique qui puisse être. Et donc, vous pensez à votre mère ou la personne qui vous aime le plus. Et puis ensuite, vous pensez à une autre personne, une personne difficile, et ensuite une personne neutre. Et voyez comment votre esprit, de manière naturelle, va réagir. La personne que vous aimez tant, vous avez un sentiment extrêmement plaisant, une sensation extrêmement plaisante qui vient en vous. Et par rapport à une personne difficile, il y a tellement de répulsion, une agitation, une aversion qui survient. Et pour les personnes neutres, pas de joie, rien de spécial, rien n'advient de particulier. C'est la façon dont notre esprit fonctionne. Notre esprit est extrêmement déséquilibré, dans le sens il n'est pas égal, il n'est pas partial. Et donc, de la même façon que vous voulez construire une maison ou un château, etc., vous devez niveler le terrain. Parfois, le terrain est un petit peu surélevé, parfois, il y a des creux, etc. Vous devez niveler le terrain, faire en sorte qu'il soit plus égal. Et donc, pour certains, vous avez un amour extrêmement élevé, pour d'autres, c'est plutôt dans le creux. Et donc, il faut d'abord faire en sorte que ce soit plutôt égal. C'est pourquoi il faut développer l'équanimité dans le sens de l'impartialité. La mère, par exemple, essaie de voir, par exemple, la première pratique, elle est... Donc c'est un petit peu grossier, un petit peu étrange, mais c'est ce que nous devons faire. Par exemple, la mère que vous aimez tant, essayez de voir l'amour excessif qu'on pourrait avoir. Si vous y pensez de manière attentive, vous verrez que la même personne dans notre existence, un individu, à un certain temps, cette personne a été tellement bonne vis-à-vis de vous, et puis à d'autres moments, elle pourrait être la pire des ennemis. Cela arrive? Est-ce que c'est arrivé dans votre existence? Oui, cela arrive. On peut voir que dans notre vie, cela arrive. Et donc la mère, elle est tellement aimante, mais au cours des vies passées, par exemple, ça pourrait très bien avoir été la pire des ennemis, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est la question. Et puis, dans certains cas, au moment où on y réfléchit, on voit, la plupart du temps, on n'y pense pas. On ne pense qu'à une facette. Et puis, si vous commencez à voir les deux aspects, vous pourriez vous dire que votre esprit est beaucoup plus stable, beaucoup plus égal, beaucoup plus... En effet, ma mère est si bonne envers moi au cours de cette existence, mais on ne sait pas, peut-être que par le passé, ce n'est pas nécessaire que ça ait été toujours la même mère, ou toujours le même comportement au cours des vies passées. On a eu un nombre infini d'existences. Et donc, au cours de ces existences, on a pu avoir ces personnes qui ont pu être nos ennemis, on ne sait pas. Et donc, il y a des anecdotes. Il y a une anecdote du temps de Shariputra. Il était extrêmement respecté comme étant le disciple le plus étudiant, le plus brillant des Bouddhas, le plus intelligent des étudiants de Bouddha. Et donc il était faire partie de sa tournée d'aumône, et il était arrivé dans un village, et il avait une jeune fille, qui tenait son bébé dans les bras. Et donc il avait le chien de famille. Elle mangeait un poisson, la chair d'un poisson, donc un poisson cuit. Et donc le chien était là, il espérait obtenir un petit morceau, des miettes. Et donc il était là, il attendait. Et la mère qui tenait le bébé, en voyant le chien, c'était une jeune femme, une jeune mère, et elle a frappé le chien pour qu'il s'en aille, pour qu'il parte au loin.
et en tenant son bébé dans les bras. Et Shariputra voyait ceci, et il a regardé, il a ri. Pourquoi? Parce que quelques années plus tôt, cet enfant qu'elle tenait dans ses bras, c'était le voisin qui était le pire des ennemis de cette famille. Et donc ce voisin est mort et il est devenu l'enfant de cette jeune femme. Et donc son père, qui était décédé, et son père était devenu un poisson, et elle a mangé la chair, de son ancien père. Et puis sa mère de la vie qui était dans sa vie précédente, c'était sa mère, et elle a repris naissance sous la forme du chien. Et donc elle tenait son ancien ennemi dans ses bras de manière si affectueuse. Et Shariputra a dit, mais je ne peux pas faire autrement je ne pouvais pas contrôler mes rires, de voir comment le samsara opère. Comment ça fonctionne dans le samsara? Et donc, un certain temps, c'est le pire de vos ennemis. Dans la vie d'après, cet ennemi, d'une certaine façon, devient votre fils, et vous le tenez dans vos bras avec tant d'affection, et dans la vie passée, vous ne lui auriez même pas donné un morceau de pain. Et là, vous lui donneriez tout. Et donc, vous donnez tout à quelqu'un qui aurait pu détruire entièrement votre famille. Et votre père qui était tellement bon vis-à-vis de vous, et votre mère. Et quand le père a repris naissance en tant qu'un poisson, et vous le mangez. Et la mère qui a pris renaissance sous forme de votre chien, et vous la battez. Vous le battez. Et donc ça, c'est le samsara. C'est justement l'inégalité de nos attitudes, la partialité de nos attitudes. Et on peut voir que la mère de notre vie actuelle, on ne sait pas, peut-être que pendant d'innombrables existences, elle a pu être nos ennemis, on ne sait pas. Les ennemis qui deviennent notre mère. Et donc c'est juste une question de temps. Aujourd'hui, c'est notre mère. Il y a une période où on pouvait ressentir qu'elle était un ennemi par le passé. Et donc, pourquoi serais-je attaché de manière obsessionnelle? Et mon ennemi actuel dans cette vie, dans ma vie passée, peut-être a été ma mère pendant d'innombrables existences. Et donc, pourquoi serais-je obsessionnellement attaché je devrais être aussi attaché de manière obsessionnelle vis-à-vis de mes ennemis, qui étaient ma mère. Si j'ai de l'aversion vis-à-vis de mes ennemis actuellement, je devrais avoir de l'aversion vis-à-vis de ma mère qui était mes ennemis par le passé. Et donc, il n'y a pas tant de différence. C'est une pensée naturelle, c'est une pensée cognitive. Donc, on a ce processus cognitif. Qu'est-ce que c'est que cela? Parmi les 5 facteurs mentaux omniprésents, c'est la discrimination. Très bien. Et cette discrimination, elle affecte quoi? Les sensations. Très bien. Maintenant, dites-moi, combien de facteurs mentaux avons-nous? 5. Très bien, ça c'est facile. Quels sont-ils? Le contact, l'attention ou l'application mentale, la discrimination ou l'identification, les sensations et l'intention. Je suis content, merci. C'est 5. Numéro 3, la discrimination ou l'identification, c'est ce qui détermine les sensations. Vous comprenez? C'est ce qui détermine les sensations. Et donc c'est magnifique quand on pratique le dharma, comment cela peut être fait d'une manière extrêmement cognitive, avec l'aide d'une analyse, d'une pensée conceptuelle analytique extrêmement efficace. Ça peut être extrêmement efficient, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et donc, quand vous voyez la mère de cette existence et les mères des vies passées, et l'ennemi de cette vie, l'ennemi de cette existence, il n'y a pas tant de différence. Ma mère, qui a été si bonne, qui a été tellement bienfaisante vis-à-vis de moi au cours de cette existence, et par le passé, elle a pu me faire du mal, on ne sait pas, c'est une question de temps, et mon ennemi d'aujourd'hui, qui est si nuisible au cours de cette existence, il a pu être extrêmement bénéfique au cours des vies passées. Et donc, c'est juste une question de temps, finalement. Il n'y
n'y a pas tant de différence. C'est la même chose. Je ne devrais pas être obsédé, obsessionnellement attaché par ma mère, et je ne devrais pas non plus être dans l'aversion vis-à-vis de mon ennemi. Et puis, les personnes qui sont neutres dans cette vie, ils ont pu être d'innombrables fois mes ennemis et mes proches. Donc, ils ne sont pas neutres non plus en soi. Si je devais aimer ma mère, je devrais aussi aimer les personnes neutres et mon ennemi, mes ennemis. Si je devais avoir de l'aversion avec mes ennemis, en fait, je devrais aussi détester les personnes neutres et ma mère. En fait, si je considère les personnes comme étant neutres, je devrais considérer ma mère et mes ennemis comme étant neutres. Finalement, il n'y a pas de différence. C'est extrêmement important, extrêmement utile. La façon dont un enfant développe extrêmement d'amour, d'affection vis-à-vis de sa mère, c'est que cognitivement, il se rend compte que c'est la personne qui lui apporte les plus grands des bienfaits. Au cours de cette existence, cela donne des sensations qui font que son esprit va se diriger directement vers sa mère. Et donc c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Et donc l'impartialité parmi ces trois peut devenir grâce à cet exercice cognitif. Et donc c'est une partie de notre méditation. C'est la pratique de l'impartialité vis-à-vis de ces trois types d'êtres. Et graduellement, si on arrive à voir que on voit une personne neutre, on n'est pas si indifférent que ça. En effet, tiens, cette personne a joué un grand rôle dans mon bonheur au cours de mes vies passées. Et au cours des vies passées, j'ai pu avoir de l'aversion aussi. Et puis, cet ennemi aussi, en effet, c'est une personne difficile dans cette vie. Mais au cours de mes vies passées, elle a aussi été bonne vis-à-vis de moi au cours d'innombrables fois d'existence. Et ma mère, mon mari, ma femme, mon enfant, même s'il est si bon dans ma vie, il est possible que au cours des vies passées, il ait été neutre et hostile. Et donc, c'est pour essayer de trouver un état d'esprit équilibré et égal. Et ensuite, on restructure, on reconstruit à partir de cela la compassion. Parce que maintenant, le terrain est nivelé. Et donc, maintenant que vous avez développé l'impartialité, que votre terrain est nivelé, vous pouvez reconstruire la maison de la bodhicitta vis-à-vis de tous les êtres. Et là, c'est plus facile. Et donc, c'est l'impartialité ou l'équanimité. Et maintenant, qu'est-ce qui vient? Se souvenir que tous les êtres ont pu être ma mère. En tibétain, c'est simple. En tibétain, c'est très facile. Vous pouvez vous en souvenir facilement. Je vais vous le donner en tibétain. Le premier, c'est quoi? Se souvenir que tous les êtres, en tibétain, c'est marcher. M-A-R, plus loin, S-H-E accent. Ma, c'est la mère, che, c'est connaître. Marcher, M-A-R, plus loin, S-H-E accent. 2. Jinjen, se souvenir de la bonté de toutes les mères. Jinjen, D-R-I-N, plus loin, D-R-E-N. D-R-I-N, D-R-E-N, Jin, c'est la bonté. Jen, c'est le souvenir. Jinjen. Marcher en premier, c'est le premier. 2, Jinjen. En 3, c'est Jinso. D-R-I-N, plus loin, Z-O ou S-O. Jinso. D-R-I-N, plus loin, S-O. Jinso. C'est rendre leur bonté, la bonté. Ensuite, le 4, voir les êtres à la lumière de la grande affection. Yi Wang Jamba. Y-I, plus loin, O-N-G. Ion. Y-A, Y-I, plus loin, O-N-G. Ion. Et plus loin, Jamba, D-J-A-M-P-A. Ion Jamba. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La grande compassion. Nyingje. N-Y-I-N-G. D-J-E accent. Nyingje. N-Y-I-N-G. D-J-E accent. Nyingje. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'altruisme. Laksam. L-H-A-K-S-A-M. L-H-A-K-S-A-M. Laksam. L-H-A-K-S-A-M. Laksam. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Bodhicitta. Il y a deux mots. On dit soit Semkye, S-E-M-K-Y-E accent, Semkye, S-E-M-K-Y-E accent, Semkye, ou Changchupsem. Changchupsem, D-J-A-N-G, plus loin, T-C-H-O-U-B, Changchup, Sem, S-E-M. Les deux sont corrects. Changchupsem ou Semkye. Changchup, c'est D-J-A-N-G, T-C-H-O-U-B, Changchup, Sem, S-E-M. Ça va trop vite? Non, ça va? Et donc les 7 en tibétain, c'est quoi? Marcher, Tinden, Chinso, Yewon Jamba, Nyingje, Haksam, Semkye. Marie, tu peux le redire? Marcher, Tenje, Tinden. Tinden. Drinzo, Very good. Yonjampa, Wonderful. Yindie, Nyingje. Ninje, Yes. Larsam, Awesome. Yes. Semkye, Very good. Très bien. Okay, Mike. Mike? Marche, Yes. Tinten, Yes. Chinso, Yes. Yongchenpa, Yes. Yingje, Yes. Laksam, Yes. Semkejam, As Chum- Semkye or. Semke or, Oh, yes. Semke Chumpen, Chumsen, Changchupsen. Chungsen. Yes. Amina. Amina? Amina. No, Amina, you're right. You're right. Were you writing? Donc tu peux les écrire, donc marcher. First one. Second one. Deuxième. Second one. Le deuxième. Tinten. Tinden. D-R-I-N. D-R-I-N. D-R-E-N. D-R-E-N. D-R-I-N. D-R-E-N. Dinden. Number 3. 3. Tinso. Jinso. D-R-I-N. D-R-I-N. S-O. S-O. Tinso. Jinso. Next. Ensuite, Number 4. 4. Yewon Jamba. Yewon. Y-I. Y-I. Plus loin. O-N-G. O-N-G. Plus loin. D-J-A-M-P-A. Yewon Jamba. Non, Y-I. Plus loin. O-N-G. Plus loin. D-J-A-M-P-A. Yewon Jamba. Next. Ensuite, Nyingje. N-Y-I-N-G. N-Y. Plus loin, D-J-E accent. Nyingje. N-Y-I. N-Y-I-N-G. D-J-E accent. Space. J-A-Y. J. Next. Ensuite, Haksam. Laksam. L-H-A-K. L-H. S-A-M. L-H-A-K. A-K. S-A-M. Huh? L-H. L-H-A-K. S-A. S-A-M. Laksam. Next. Ensuite, Seven. 7. S-E-M. S-E-M-K-A. S-E-M-K-Y-E. Semkye. Or. Ou, Semkye. plus loin, Changchupsem. Donc, soit on a Semkye, soit Changchupsem. Donc Changchupsem, c'est D-J-A-N-G, plus loin T-C-H-O-U-B, Changchup, Sem, S-E-M, Changchupsem. Yes, Howard? Howard? I have a question. In the 9-step Bodhicitta method, where number 7, where we have the special recollection of the kindness of others, is it not implicit in that, for us to do that we have to see others as our past? No need. Non, il n'y a pas besoin. Pour que la méthode de la légalisation de soi avec autrui, etc., dans le numéro 7, n'a pas besoin de voir les autres comme étant nos mères des vies passées. Okay. Now, Maintenant, step 1. le numéro 1. What's step 1? Le numéro 1, c'était quoi, le D7? Marcher. Marcher, c'est quoi en anglais, en français? Huh? Seeing others as your mother.
Yes, seeing all beings as one's mother. Okay, remembering all beings as one's mother. Number 2. Souvenez. Après, Number 2. numéro 2. Jinjen. Jinjen en tibétain. Et en anglais ou en français? In French. En français? Non, le numéro 2. Number 3. Le numéro 2. Se souvenir de la bonté. Okay. Le 3. Le 3 c'est quoi en anglais, en français? Non, ça c'est le 3. Non. Rendre leur bonté, oui. Le 4. Le 4. Et on dit en bas, voir les êtres. En anglais c'est quoi? Et en français? En français, voir les êtres à la lumière de l'amour affectueux. En tibétain c'est quoi? Le 6. Le 5, pardon, c'est Nyingje, compassion, grande compassion. En français, 6, c'est l'Haksam. Et en français, l'altruisme. Number 7. Et le 7, Semke. Samkhya ou Bodhicitta. Bodhicitta. Chansen is also fine. Tianzem, ça va. Tianzem, ça va aussi. On a soit Samkhya, Sem. soit Chanchupsem ou Tianzem, ça va aussi. Samkhya, Chanchupsem. In English. En tibétain, en français, c'est du sanskrit. C'est du sanskrit. Ça va aussi. Et maintenant, ça devient français ou anglais. Step 1. Donc, le numéro 1, l'étape numéro 1, c'est marcher. In English. En anglais, français, se souvenir que tous les êtres ont été nos mères. Ça, c'est très important. It's very important. C'est très important. Okay, yesterday, in fact, Yeah. this is quite common discussion. Donc, c'est une discussion assez commune. Of course, they said, don't expect. Et donc, bien sûr, il ne faut pas espérer que c'est quelque chose qui doit être solutionné très rapidement, mais c'est une discussion extrêmement importante par rapport au fait de se souvenir que tous les êtres ont été nos mères. C'est la question par rapport à la renaissance, aux renaissances. Et donc là, c'est la question des renaissances. Donc se souvenir des mères, des vies passées. Et donc ça veut dire qu'il faut se souvenir des vies passées. La personne A, donc elle a eu tellement de mères au cours des vies passées. La question, invariablement, va venir. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu des renaissances par le passé? C'est la question. Amina? How is it? Comment se fait-il qu'il y ait des renaissances par le passé? Comment est-ce qu'on le sait? How do we know? Comment est-ce qu'on le sait qu'il y a eu des vies passées? Past lives. Des vies passées. How do we know? Comment est-ce qu'on le sait qu'il y a eu des vies passées? I, Moi, born je suis né ago, il y a 50 ans. Avant cela, j'étais ailleurs. I was born somewhere else. J'avais repris une naissance ailleurs, dans un autre endroit. Comment est-ce qu'on le sait? That is what Donc ça, c'est ce qu'on dit. On dit, oui, si on est, on va mourir. Mais cela ne prouve pas qu'il y a eu des vies passées. On meurt, on est, on meurt. Et après la mort, on reprend une naissance. born again. Yes. Et on renaît encore. Okay. On est encore. So this is something that we're Ça, c'est quelque chose qu'on doit explorer. This is a very serious matter. C'est une question extrêmement importante, extrêmement sérieuse. And Et this is going to be a c'est quite long journey. Ça va être un voyage extrêmement long, ça va pas être quelque chose de rapide et que vous devriez explorer. True rebirth. Pour prouver la renaissance, How many you combien d'entre vous ont trouvé find this topic very interesting? ce thème extrêmement intéressant? Yes, positively. Donc c'est positivement intéressant ou négativement intéressant? How do we know? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a les renaissances? N'est-ce pas? So I personally, my Donc personnellement, ma pensée c'est que there are people il y a des gens who talk about qui vont parler some children. de certains enfants qui se souviennent de leur vie passée. Donc ça, c'est une chose. En fait, je ne vais pas les mettre sur le tapis, mais pour nous, on doit essayer de garder un état d'esprit extrêmement ouvert. Ne commencez pas en vous disant il n'y a pas de renaissance, ce n'est pas possible. Ne commencez pas à vous dire il y a nécessairement les renaissances, ou qu'il y a des renaissances ou qu'il n'y a pas de renaissance. Essayez simplement d'avoir un état d'esprit ouvert, en ayant un état d'esprit ouvert.
Par exemple, pour la physique quantique, c'est difficile à prouver, c'est difficile à réprouver, à réfuter. Vous pouvez le prouver facilement, vous pouvez le réfuter facilement. Par les personnes, non seulement les personnes extrêmement intelligentes peuvent le faire en allant dans cette entreprise de réfuter ou de prouver. Par exemple, du temps d'Albert Einstein, il y avait une discussion immense par rapport aux physiques quantiques et la physique quantique, et Einstein n'était pas du tout en faveur de certaines théories de la physique quantique. Et beaucoup de gens le suivaient aveuglément, la physique quantique, mais ce n'est pas une question de foi aveugle, c'est une question de rationalité. Et malgré tout, des personnes brillantes comme Albert Einstein peuvent dire si cela fait sens ou pas. Mais pour les renaissances, ce n'est pas une question facile. Et donc, c'est quelque chose que nous devons. Ce n'est pas que seulement si vous êtes intelligent, vous pourriez le savoir. Ce n'est que si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pourriez pas le savoir. Ce n'est pas du tout la question non plus. Mais cela prend du temps. Et donc la façon dont je présente la vacuité de manière simple, ce n'est pas si simple que la façon dont je le présente. Ce n'est pas si difficile non plus que les personnes disent « Ah, c'est tellement difficile », ce n'est pas vrai non plus. La façon dont je le présente, c'est très simple, mais ce n'est pas vrai non plus. La chose, c'est que quand on rend les choses faciles, c'est pour éviter que les gens puissent se décourager. Parce que sans le cadeau, le plus beau des cadeaux offerts par le Bouddha Shakyamuni, la sagesse de la vacuité, si on dit c'est difficile, on va se dire, mais alors à ce moment-là, on ne va pas le partager. Et donc pour que les gens puissent apprécier la joie de la vacuité, on essaye de le présenter de manière assez simple. Et quand la personne s'embarque sur le voyage de la vacuité, ensuite elle va se rendre compte qu'en effet ce n'est pas si simple, mais en même temps c'est un voyage extrêmement intéressant. Et une fois que la personne se rend compte que c'est un voyage extrêmement intéressant, elle va continuer à poursuivre ce voyage. Pour explorer s'il y a des renaissances ou pas, c'est aussi un voyage difficile. Ce n'est pas juste une conférence d'une année et puis vous avez fait une conclusion. C'est un voyage qui est sur le long terme. Et donc, juste pour information, je pense que le premier institut, l'institut de dialectique bouddhiste, quand j'avais en 98, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. Et beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Anne-Sophie n'était pas née. et Sean n'était pas né, Thomas n'était pas né, Franck n'était pas né, Bass n'était pas né. Et Daniel n'était pas né. Daniel n'était pas né non plus. Qui n'était pas né non plus? Patrick, Howard, Charles. Charles n'était pas né. Et Marc n'était pas né. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a 30 ans. Quand j'ai commencé mes études, j'étais à l'école, high school, c'est quoi? C'est comment on appelle ça? C'est le collège? Le collège ou c'est 13-14 ans, c'est le collège? Collège. Troisième, seconde, 13-14 ans. 13-14. Yes, for French, we say collège. Yeah. Yes. C'est collège, on commence à quel âge? On commence à 12 ans? 12 ans, 12? 12? Yeah. C'est intéressant. En Inde, le collège, c'est 16 ans, 17 ans. Ah. Donc, le point ici, c'est que... Et donc pour l'âge, c'est plus facile. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc nous, c'est le lycée chez nous. Donc 16 ans, j'avais 13 ans. Et donc je pensais que je voulais devenir moine. Et quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y avait la physique qui était introduite comme un sujet optionnel, un sujet séparé. Et donc depuis mon âge jeune, le plus jeune, 8 ans, 9 ans, j'étais très intéressé par les mathématiques.
Et à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et ensuite, on a eu la physique. Et là, j'ai adoré la physique aussi, les maths et la physique. Les deux étaient mes matières les plus préférées, les matières préférées. Et donc, pourquoi est-ce que Virginie rit? Elle est tellement fascinée. Et donc, j'adorais ces deux matières. Et donc, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ces 4 années, je pensais que je voulais devenir un physicien. Et donc, mon état d'esprit de ne pas devenir moine, de devenir moine a été mis de côté. Parce que je voulais être physicien. Après avoir terminé donc le lycée, pour certaines raisons, mon esprit a changé. Et puis, j'ai repris la philosophie de manière académique et j'ai rejoint l'institution pour devenir moine. Et donc la première année où je suis entré à l'institut de dialectique bouddhiste, et donc sinon j'aurais rejoint la physique au collège, et donc ça c'est un autre système. La première année, en d'autres termes, j'ai abandonné les études occidentales pour entrer dans la psychologie, l'épistémologie, la logique, etc., la philosophie. Et il y avait la fille d'une dame américaine qui donnait une présentation sur le fonctionnement du cerveau à l'Institut. Et mon enseignant, Geshe Lobsang Gyatso Rinpoche, Vénérable Geshe Lobsang Gyatso Rinpoche, nous a dit, c'était le principal de l'école, de l'Institut, et il m'a dit, tiens, tu devrais traduire cette conférence aux autres moines, puisque les autres moines ne parlaient pas anglais, donc il m'a demandé, parce que je venais de l'école où il y avait l'anglais qui était le langage, c'était le langage employé. Et donc la fille de cette dame a donné une conférence brillante sur les neurosciences. Et à ce temps-là, la dernière année de mon école, j'ai abandonné la biologie. La dernière année, j'avais abandonné la biologie. Et donc, qu'est-ce que j'avais appris par rapport au cerveau? C'était extrêmement basique. Et donc juste les différentes parties du le cortex, les différents types de cortex, et puis les matières grises, etc. Et puis le cervelet, etc. Donc d'une manière extrêmement basique, la structure du cerveau. Et puis cette dame américaine, la fille de cette dame américaine, elle a donné tellement des expositions extrêmement détaillées du fonctionnement de l'esprit, du cerveau. Et donc, quand vous connaissez la langue, et donc vous savez quelles aires du cerveau sont activées, quand vous avez la mémoire, où est-ce que la mémoire fonctionne, etc. Quand vous avez des sentiments, des sensations, etc. Quelles sont les hormones qui sont activées dans le cerveau, etc. Et pour voir les couleurs, quelles sont les aires du cerveau, du cortex qui sont activées. Et j'étais tellement fasciné. Et parce que j'étais le traducteur, et donc on m'a désigné comme étant le traducteur, j'essayais d'accorder de l'attention à cela de la meilleure façon qui soit, pour que je puisse retransmettre tout ça au maximum à l'auditoire. Et j'étais tellement, j'étais dans le frisson par rapport, je frissonnais de cet enseignement, de cette conférence, et mon esprit entrait dans la conférence toute la nuit après. Et je ne pouvais pas dormir parce que cela a mis à mal toutes mes croyances. Comment est-ce que cela a remis en question toutes mes croyances? Parce que, comme quoi, il y aurait l'esprit, quand on meurt, le corps va être dans la crémation, etc., ou enterré,
Et puis, moi, je pensais que l'esprit allait partir d'une vie à l'autre. Et donc, c'était ma croyance. Donc, vous êtes vie, vous pratiquez bodhicitta, le dharma, la vacuité, etc. Vous êtes bon, etc. Puis, au cours de votre prochaine existence, à nouveau, vous allez continuer ce voyage, et progressivement, vous allez passer de gaté au gaté, paragaté, etc. C'est comme ça que vous allez atteindre l'éveil. Et c'était ma croyance. Et puis, cette conférence a terrassé ma croyance. Et je me suis dit, mais si c'est l'esprit, c'est le cerveau. Et je me suis dit, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne, où est l'esprit? Et je me disais, mais surtout qu'à l'école, les trois dernières années, à l'école, grâce à l'introduction à la physique comme matière supplémentaire, je me posais la question comment, pourquoi, où, et je posais toutes ces questions qu'on avait l'habitude de poser en physique. Et donc, j'étais plutôt sceptique d'une manière négative, péjorative, d'une manière sceptique, mais d'une manière péjorative par rapport aux concepts bouddhistes. Pas nécessairement les concepts bouddhistes, mais tout simplement parce que je remettais en question les concepts de foi aveugle, parce que les gens autour de moi, ils n'avaient pas nécessairement c'était pas nécessairement des grands érudits du bouddhisme, mais simplement ils acceptaient tout simplement ce qu'on dit, et ils n'avaient pas nécessairement d'indices ou d'idées fondées sur ce qu'était bodhicitta, sur ce qu'était la vacuité, etc. On leur demandait bodhicitta, ils disaient c'est la compassion. Qu'est-ce que la sagesse de la vacuité? Ils disaient je ne sais pas. Et donc c'était l'environnement. Et donc de manière prédominante, il y a une sorte de foi aveugle qui prévalait. Et puis je questionnais ces points-là, ces notions qui étaient enseignées dans le bouddhisme, et donc qui étaient, la plupart du temps, étaient véhiculées par la foi aveugle. Et donc je suis devenu sceptique. Les 3 dernières années à l'école, les années finales à l'école, et puis cette conférence est venue en plus. Cette conférence sur les neurosciences, et là, cela a terrassé totalement mes croyances dans le bouddhisme. Et donc, si c'est comme ça que le cerveau fonctionne, où est l'esprit? Et s'il n'y a pas d'esprit, comment est-ce que je peux dire que cette vie, c'est gâté, la prochaine vie, c'est l'autre gâté, puis pas la gâté, puis etc. S'il n'y a pas d'esprit, comment est-ce qu'on peut parler de renaissance? S'il n'y a pas de renaissance, comment est-ce qu'on peut obtenir l'éveil au fil de plusieurs existences? Et donc ça, c'était la question fondamentale qui venait dans mon esprit, et je ne pouvais pas dormir la nuit. Et donc j'avais 20 ans. Et donc 20 ans, ça veut dire qui est le plus jeune, c'est Thomas. 23. Et donc j'étais 3 ans plus jeune que Thomas en ce temps-là. Et je me suis dit, maintenant, ne commence pas à dire que tu es bouddhiste. Et je me suis dit, commence avec les faits. Ne te dis pas ce que dit le Bouddha est nécessairement vrai. Commence à creuser les choses. Et puis il y a eu les études académiques, où on a eu les débats. Heureusement, ça c'est le courant principal des études, c'est les débats. Et je suis extrêmement fortuné, extrêmement chanceux d'avoir pu participer à ces débats. Et donc pour explorer, est-ce que oui ou non il y a les renaissances? Ça c'est mon voyage. Et je suis extrêmement chanceux d'avoir pu étudier ce concept extrêmement brillant, et donc qui a changé ma vie. Sinon, ça aurait rendu ma vie insignifiante. Ce concept de renaissance, c'est tellement précieux. Donc la question c'est la renaissance. Donc la première partie, c'est se souvenir que tous les êtres ont été nos mères. C'est quoi les 7 étapes? Le 1, le 2, tous ensemble. Le numéro 2, Jinjen. On va le dire en français et en anglais. Les 7 étapes. En français, c'est quoi la première? Se souvenir que tous les êtres étaient nos mères. Le numéro 2, se souvenir de leur bonté. Le numéro 3, leur rendre leur bonté. Numéro 4, voir les êtres à la lumière de l'amour affectueux. 5, la grande compassion. 6, l'altruisme. 7, le bodhicitta. Très bien.
only on rebirth, it was getting so interesting. Pourquoi avez-vous arrêté de parler de renaissance? Parce que c'était tellement important. Pourquoi vous aviez... Je n'ai pas arrêté. C'est une transition, c'était une transition. Je ne suis pas arrêté, c'est une transition. C'est une transition que j'ai fait. Okay. Okay. So now Maintenant, the first step, remember la première étape, c'est se souvenir que tous les êtres étaient nos mères. Ça veut dire qu'il doit y avoir des vies passées. okay. Somebody who I Quelqu'un que je vois comme étant une personne A, although unknown to me, bien que but no doubt dans cette vie, my mother. ce n'est pas ma mère, au cours des vies passées, elle a été ma mère d'innombrables fois. Comment est-ce qu'on le sait? In the first place, we- D'emblée, on doit savoir que les renaissances sont possibles. how? Comment? We know that there's- Comment est-ce qu'on sait qu'il y a les renaissances? Ça, c'est la question. That's how we begin. Don't C'est- begin with N'allez pas commencer, oui, il y a les renaissances. Et puis, the possibility. et puis ensuite, vous allez postuler, etc. Non, ne commencez pas à dire, non, il n'y a pas de renaissance. Commencez par une éventualité. Oui, soit c'est possible, soit ce n'est pas possible. Commencez par cela, avec un état d'esprit ouvert. Prenez cette possibilité comme base de travail, en fait. Et donc, sinon, ce sera très difficile si vous avez déjà votre conclusion. Et donc, pour la physique quantique, c'est très difficile de les prouver, de les réfuter. De la même façon, on doit avoir un état d'esprit extrêmement ouvert, de se dire que ce n'est pas qu'une conférence d'une journée ou de 10 journées, c'est une journée sur le long terme. Okay, now to speak about Une journée, pas une journée, un voyage. Et donc, pour parler des renaissances, I want to take rebirth. je vais renaître, I want to take rebirth je vais renaître. so that the person dies. Et donc, quand la personne meurt, ce que la personne a, c'est un corps et un esprit. And if possible, Et donc, what's important is that ce qui est important, many philosophical traditions et donc il y a de nombreuses traditions qui acceptent des traditions philosophiques qui acceptent les renaissances et d'autres qui ne les acceptent pas. and within those who believe Au sein de celles qui acceptent les renaissances, le bouddhisme est une tradition, it's a philosophy. est une philosophie, un système philosophique qui met l'emphase sur l'empirisme, qui met l'emphase qui met l'accent sur l'empirisme, sur les évidences empiriques, sur les preuves empiriques, et non pas simplement sur des idées abstraites, des notions abstraites qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne peut pas expérimenter, etc., dont on ne peut pas être témoin. Et donc, il y a de nombreux systèmes philosophiques qui font de leur concept de renaissance sur la base de notions abstraites, non empiriques, Phenomena. des phénomènes non empiriques, etc. Mais heureusement, le bouddhisme They explain explique les renaissances sur la base de preuves empiriques. it's the empirical system. Et donc, c'est un système empirique, Based on empiricism. un système qui est fondé sur l'empirisme. So now from this, Maintenant, you agree with me. est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous, en tant que personne, vous êtes composé de deux parties que vous pouvez expérimenter, que c'est empirique, vous pouvez l'expérimenter. Vous avez un corps et vous avez un esprit. Vous ressentez votre corps? Oui. Est-ce que vous ressentez votre esprit? Huh? You feel angry? Vous vous sentez en colère, heureux? You feel relaxed? Vous vous sentez détendu? Vous fatigué? Oh, tiens, au bout de 10 jours, je me sens un peu fatigué. Vous ressentez cela? Ce n'a pas d'importance. C'est, pour le moment, ne soyons pas trop précis. Je vais vous emmener vers les précisions pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, d'une manière extrêmement vernaculaire, terminologique. Et donc, cette personne a de la compassion, cette personne, elle a un mauvais caractère, cette personne est très patiente. Et donc, ça, ce sont des fonctions internes. Après, que ce soit le cerveau ou pas, on se pose pas la question pour l'instant. On se dit simplement, il y a le corps et l'esprit. Et donc, commençons par le corps. Avec la Renaissance, vous commencez aussi, s'il y a les renaissances. Ne vous dites pas, il y a les renaissances. Dites-vous, s'il y avait les renaissances, c'est avec un point d'interrogation. Ça pourrait exister ou ne pas exister. Okay. So, to explore that, Pour explorer cela peut être, imaginons que cela existe. Si cela n'existe pas, quel est l'intérêt d'explorer cela? Si cela n'existe pas, quel est l'intérêt d'explorer cette question? this is very important. C'est très important. The anecdotes, Cette anecdote, récemment, quand j'étais en Israël, one of the l'un des
one of the main persons l'un des of personnes principales qui, of the Buddhist de, group, du groupe bouddhiste, her husband was son mari était un physicien and very brilliant. extrêmement brillant. Talked about him a lot. J'en ai parlé déjà, hein, même dans ce cours, dans cette retraite, sur les réactions réflexes, les gestes automatiques, réflexes, quand on pratique le piano, etc. He was one. So she could not convince. Et donc, elle ne pouvait pas convaincre la femme de son mari des renaissances. Et d'une certaine manière, elle essayait de le convaincre, son mari. Ah, tiens, les renaissances existent, tu devrais pratiquer le dharma. Et lui, il n'était pas du tout enclin à cela, parce qu'il n'était tout simplement pas convaincu par rapport à ce que disait sa femme. Et l'année dernière, et donc les deux étaient extrêmement bons, il y a 2 ans. Ils m'avaient emmené à Jérusalem. Ils m'ont emmené à Jérusalem en voiture. Et sur la route, une heure ou 2 de voiture, et donc le mari, le physicien, et donc la femme lui disait, ok, tiens, tu peux poser toutes les questions que tu veux, Geshe-la, etc. Et donc je voyais qu'il avait préparé ces questions. Et donc je ne savais pas que cela allait arriver. Et donc on est entré dans une forme de débat dans la voiture. Et puis l'année dernière, j'étais supposé rester chez eux, et ce n'est pas arrivé. D'une manière ou d'une autre, j'aurais espéré que ça aurait été possible. Et l'année dernière, ce n'est pas arrivé. Et donc la femme était un peu triste. Donc cette année, je me suis dit, je vais au moins rester 1 jour ou 2 chez eux. Et donc j'étais là. La première nuit, le premier soir ensemble, il y avait 2 amis indiens, il y avait eux les 2, donc on était 5. On a commencé une discussion extrêmement légère autour du thé, et puis lui, le physicien, il n'aimait pas cette discussion. Il a juste plongé sur les réflexes du piano, etc., sur la pratique du piano. Il a dit, ah, mais la pratique du piano, au début, on est extrêmement attentif, et par la suite, en plus, c'est automatique. Et donc cela va totalement à l'encontre de la psychologie bouddhiste. Et donc, est-ce que je dois lui répondre? Et puis, il le disait encore et encore, parce que c'était son point de vue. Et puis, j'ai dit à mes amis indiens, donc là, la discussion, elle va continuer 2 heures. Je pouvais voir cela, parce qu'il a touché un concept pour lequel on est extrêmement convaincu que lorsqu'on va en profondeur en psychologie. Donc là, j'ai dit, la discussion va durer 2 heures. Et on a une longue discussion. Donc moi, je ne voulais pas. Je voulais juste avoir du repos. Et le lendemain, le lendemain à table, pour le dîner, le mari était là, la femme était là, il y avait les 2 amis indiens. Et puis il a demandé, Geshe-la. La femme a demandé, il y a beaucoup de concepts dans le bouddhisme que beaucoup de gens ne peuvent pas vraiment comprendre facilement. Comment est-ce que vous pourriez les expliquer? Et je voyais où elle voulait en venir. C'était par rapport aux renaissances. Et le concept des renaissances, tous ces raisonnements, la personne doit être plutôt aiguisée, et on doit avoir suffisamment de temps et suffisamment d'énergie. Et donc tout cela. Et j'ai dit, ouais, ça c'est très important, oui. Et puis on était au dîner, et donc peut-être qu'on ne devrait pas y penser. Et donc j'ai essayé d'éviter le sujet. Et elle s'est dit, mais c'est une grande opportunité pourtant. Et donc elle a dit, Geshe-la, non, lui. Elle a pointé du doigt son mari, elle disait, lui, elle ne croit pas à la Renaissance. Et elle m'a dit que maintenant vous devez débattre avec lui, vous n'avez pas le choix. Et lui, il m'a regardé comme ça. Et lui, je le regardais comme ça.
Et on n'a pas le choix. Okay, then we Et là, started on a commencé. on the dining table. Et donc, à la table du dîner. Okay, so the question is how. Et la question c'est, comment est-ce que la question est venue? C'est que, In the first test, it is et donc d'emblée, s'il n'y a pas de réincarnation, de renaissance, quel est le point d'explorer cela? Pourquoi est-ce qu'on perdrait son temps pour explorer cette question? Et donc je lui ai dit, how we began the discussion. comment la discussion a commencé, c'est que, il a un état d'esprit extrêmement ouvert. Was that okay? One, we have human beings. Les êtres humains, nous avons un état d'esprit extrêmement brillant, pour y dire le cerveau si vous voulez, un esprit ou un cerveau extrêmement brillant que les animaux n'ont pas, que les chiens n'ont pas, les animaux n'ont pas. In case if we lead the life, Dans certains cas, why I'm going. donc j'ai touché ce territoire, cette notion, etc. Parce que les deux, d'une certaine manière, on a une certaine pratique du dharma, et donc ça veut dire qu'on accepte les renaissances. Si on n'a pas de renaissance, quel est l'intérêt de pratiquer le dharma? Et donc j'ai dit, The human brain, et donc le cerveau humain, which is way qui est le plus sophistiqué par rapport aux animaux. and if you don't use Et donc si vous n'utilisez pas ce cerveau, if you don't use this, si vous ne l'utilisez pas, there's no difference. il n'y a aucune différence entre nous et les chiens. Did I say this in the class? Et donc c'est ce que j'en ai parlé déjà en classe. J'en ai parlé? Je l'ai dit? There's no difference in dog. Il n'y a pas de différence entre les chiens et les êtres humains. Est-ce que je l'ai dit ou pas? No? Oh, you're tired? Vous êtes fatigué? You could not remember it? Vous ne pouvez même pas vous en souvenir? Je l'ai dit? On n'en a pas... Non. Je me souviens pas. Engineer? Et donc, Virginie, Katia, I said it. je l'ai dit? Maybe last year. Peut-être l'année dernière. Okay. So I came to know that Et donc, Jane is architect. Jeanne est architecte, n'est-ce pas? Yeah, and then Katia is Et engineer. Katia est ingénieure. Yeah. Okay. So the point is that then say for example, Et donc, par exemple, nous, how we go about doing that is morning we get up. et donc, dès le matin où on se lève, Oh, it's time for work. oh, il est temps d'aller travailler, et on est déjà pressé, et on va aller travailler. Maintenant, c'est quoi le travail? What for? Pourquoi faire? Pour gagner de l'argent. Et pourquoi faire? Pour remplir l'estomac. To get food. Et donc, on a besoin de gagner de l'argent pour avoir de la nourriture. Et on va aller chercher. Et les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent et ils vont aller chercher à manger. Donc, il n'y a pas de différence. After 8 hours. Et le soir, après 8 heures de travail, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à la maison. Les animaux font pareil. Ils reviennent dans leur terrier. Et puis, les choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est quoi? C'est And the dogs, they don't watch television. They put regarder la télé. Et donc, pour être encore plus fatigué. Et puis, le lendemain, à nouveau, on se lève, les chiens aussi. Et on va aller chercher à manger. Et nous, on va aller travailler pour avoir à manger. Mais nous, on parle de nourriture en disant j'ai un travail, mais en fait, c'est pour avoir à manger. Quelle est la différence entre les chiens et les êtres humains? Il n'y a pas de différence. C'est juste la même chose. Il n'y a pas de différence entre les chiens et les êtres humains. Et particulièrement, les êtres humains ont cet esprit extrêmement brillant. what is use of that? Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est l'usage qu'on en fait? Et puis, vous êtes un physicien, vous. This is your brain. Et votre esprit, votre cerveau est extrêmement brillant, exceptionnellement brillant, tellement entraîné. What's use of that? Quel est l'intérêt de cela? So, this brain. Et donc, ce cerveau extrêmement brillant, cet esprit extrêmement brillant que nous avons, doit être utilisé to explore something, pour explorer quelque chose which the que les chiens ne peuvent pas faire. What is that? Ce qui est To see what I'm seeing. voir ce que je vois, est-ce que c'est la réalité ou pas. Les chiens ne vont jamais explorer cela. Ce que je vois, est-ce que ça existe de manière objective ou subjective? Les chiens ne se poseraient jamais la question, alors que nous, on peut le faire. Number one. C'est le premier point. Numéro 2, c'est quoi? Qu'il y ait que les choses, que mon esprit, moi, After my death, après ma mort, est-ce que je continue ou c'est discontinu? Les chiens ne peuvent même pas imaginer. Nous, on peut le faire, on peut explorer. if you don't explore, Et au cas où in case if there's a rebirth, il y aurait les renaissances, if there's a rebirth, au cas où il y aurait les renaissances, si on n'explore pas cela, like a small c'est comme un jeune enfant mom, I don't qui dit à sa mère, je ne veux pas aller à l'école. Dominic, Dominique, then
Est-ce que Kunken-la, quand il était jeune, est-ce qu'il a dit « Je ne veux pas aller à l'école » Plusieurs fois, de nombreuses fois. Et Isabelle aussi, plusieurs fois, de nombreuses fois. « Je ne veux pas aller à l'école » Elle ne l'a jamais dit? Non? Mais Kunken-la Isabelle, c'était une bonne fille, mais Kunken-la, lui, ne voulait pas aller à l'école. Ah, je ne veux pas aller à l'école. Et donc la mère aime tellement l'enfant que pour son bien, elle va le forcer à aller à l'école. Parce que l'enfant, lui, ne voit qu'aujourd'hui. Il ne voit pas sur le long terme, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors que la mère, elle ne voit pas qu'aujourd'hui, elle prévoit à l'avance, dans 5 ans, 10 ans, etc. Et pour son bien, elle va le persuader d'aller à l'école. Si les renaissances existent et que on n'explore pas la question, c'est comme un jeune enfant. On devient un jeune enfant qui ne voit qu'aujourd'hui et pas les prochaines existences. Et quel est le problème? C'est qu'on ne se prépare pas aux prochaines renaissances. Et si on ne se prépare pas et que les renaissances existent et qu'elles nous saisissent, à ce moment-là, on ne sait pas où on va. Et s'il n'y a pas de renaissance, vous l'explorez, et s'il n'y a pas de renaissance, ok, très bien, laissez tomber l'idée. Et donc vous êtes très confiant. Il n'y a pas de renaissance. Mais s'il y a la renaissance, ça peut être extrêmement effrayant parce que vous n'êtes pas préparé. Et donc c'est avec cet état d'esprit extrêmement brillant qui peut vous préparer, vous allez vous préparer dans cette vie. Mais si vous n'êtes pas préparé, et donc c'est une grande perte. Et donc c'est la façon dont le voyage commence. Et donc il y a les renaissances ou non. S'il y a les renaissances, c'est là où on commence. S'il y a les renaissances, alors c'est sûr, mon corps ne va pas continuer, mon corps ne peut pas m'emmener à la prochaine renaissance. Mais s'il y a quelque chose qui voyage de manière empirique, les gens disent ce concept, ce qu'on appelle l'âme, dans les traditions indiennes, on parle de l'Atman, ce concept est, et il y a tellement de versions variées. Et donc, qu'est-ce que l'on peut empiriquement voir? C'est le corps et l'esprit. Et donc, ce que l'on peut voir de manière empirique, je ne parle pas de ces notions d'âme, etc. Je ne parle pas de cela, je ne les rejette pas. C'est juste que je ne touche pas à ces notions. Je ne les mets pas sur le tapis. Je les mets de côté. Ce dont je parle, c'est la réalité empirique que l'on peut ressentir, la réalité empirique de Dieu que l'on peut ressentir, le corps et l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y a le corps que l'on peut toucher, que l'on peut ressentir, et l'esprit, on peut empiriquement expérimenter. Ok. Si on n'expérimente pas les deux, ne vous inquiétez pas. Au moins, est-ce que vous êtes conscient que de temps en temps vous êtes en colère, parfois je suis triste, parfois je suis heureux. Vous ressentez? Est-ce que c'est empirique ou pas? Est-ce que c'est empirique ou pas? Est-ce que vous le percevez par vos sens ou pas? Oui. Et donc que ce soit le cerveau ou l'esprit, ne vous inquiétez pas, on va y toucher plus tard. Tant que vous savez, oui, en effet, je me sens heureux ou malheureux, parfois, dès l'instant où vous savez qu'il y a ce phénomène interne de bonheur, de malheur, de dépression, de colère, de compassion, tant que vous savez que c'est là, cela suffit pour vous dire que c'est l'esprit. On va l'appeler pour le moment l'esprit. S'il y a quelque chose qui doit partir d'une existence à l'autre, ce n'est pas le corps. Et donc s'il y a quelque chose qui doit traverser, c'est l'esprit. L'autre question, c'est quoi? Qu'il y a l'esprit ou non, si l'esprit doit traverser d'une existence à l'autre, le cerveau, vous devez le mettre de côté. Le cerveau sera brûlé, incinéré, etc., ou enterré. Et donc, si l'esprit voyage, l'esprit et le cerveau sont deux entités. Ces deux doivent être des entités distinctes. Et donc, on a déjà parlé des entités différentes et des isolats différents. Les entités différentes et on a même entité différente, isolat, même isolat ou isolat différent.
la fleur et la maison. Est-ce que c'est est-ce que ce sont des entités différentes ou la même entité? C'est différent. C'est deux entités différentes. Jusqu'à midi. Donc c'est deux entités différentes. Maintenant, le verre un verre de sable et je mets de l'eau dedans. Est-ce que donc l'eau et le sable ne vont pas se mixer? L'eau et le sable qui sont dans le verre, est-ce que c'est une même entité ou des entités? Deux entités. Si dans ce verre, je mets du sable et de l'eau, avec du sable, et je mets de l'eau par-dessus, n'est-ce pas? Et maintenant, le sable et l'eau, les deux sont mixés. L'eau et le sable dans ce verre, est-ce que c'est deux entités ou une même entité? Est-ce que c'est une entité ou deux entités? Vous l'avez appris. Ne dites pas que c'est un concept qui vous est totalement étranger. Et est-ce que l'eau et le sable que vous mettez dans le verre, est-ce que c'est une entité ou deux entités? Qui dit que... N'allez écouter les autres. Qu'est-ce que disent les autres? Parlez à l'esprit ouvert. Qui dit que c'est deux entités différentes? Ne soyez pas effrayés, deux entités différentes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une entité. Qui? Levez vos mains. Une entité. Une entité. Levez vos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 16 et 7. Je suis content. Au moins, ceux qui ont dit que l'entité était différente, c'est plus. En effet, ce sont deux entités différentes, bien que ce soit dans le même contenant. Dans cette maison, dans cette gomba, les livres et les êtres humains, est-ce que c'est une entité ou deux entités? Ceux qui disent ceux qui ont dit que les entités wise one, est-ce que ceux qui ont donné une entité dans cette maison, les êtres humains et les livres dans cette maison, c'est une entité ou deux entités? Comment différent? Pourquoi? Comment? Vous avez dit très différent. Dites-moi maintenant les livres et les êtres humains. Ils sont séparés. Séparés, ça veut dire quoi? On doit les définir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous vous souvenez comment le sens, je ne vous ai pas donné la définition, mais le sens de ce que voulait dire deux entités différentes? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas parlé de la maison. Dans cette maison, c'est la référence, ce n'est pas deux choses. La maison, les gens dans la maison et les livres dans la maison, ce sont deux entités ou une entité? Et donc, qu'est-ce que tu entends par deux entités différentes? Quel est le sens que j'ai donné précédemment? Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je vous ai donné le sens, Cécile? Non, je n'ai pas demandé si c'était ce qu'était une entité. J'ai demandé comment on déterminait que deux phénomènes étaient deux entités différentes. Franck? Ok. Franck a donné 100% correct. Et donc 50% correct. Qui va donner la suite de la réponse? Il a donné la moitié de la réponse. Mais je l'ai dit de manière plus précise. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est du côté de l'objet. Quand vous allez pointer l'objet, s'ils sont de 1 ou 2 en tant qu'entité, vous allez voir du côté de l'objet, vous allez désigner l'objet pour savoir s'ils sont un ou différents.
s'ils sont une entité ou deux entités. Quand vous allez du côté du sujet, vous allez du côté des isolats, si ce sont un isolat ou deux isolats. Si vous allez pointer du doigt l'objet, tiens, ça c'est un être humain, ça c'est un être humain, et ça c'est un livre, ça c'est un livre, ça c'est un livre. Et donc vous devez pointer deux objets différents. Deux objets différents, et donc ce sont des entités différentes. De la même façon, c'est juste une question de magnitude dans cette gompa et donc dans ce verre. Vous comprenez? C'est dans cette gompa. Et quand je dis dans ce petit verre. Et donc il y a les gens et les livres, et l'eau et le sable. C'est la même chose. Les personnes et les livres, ce sont des entités différentes dans cette maison. Et dans ce verre, l'eau et le sable, ce sont aussi des entités différentes. Naturellement. La seule différence que je ne comprends pas, c'est que l'eau et le sable deviennent un nouvel objet de la boue. Non, ils ne sont pas de la boue. Ce n'est pas de la boue. J'ai dit du sable. J'ai dit du sable, je n'ai pas dit de l'argile. L'argile devient de la boue. Et donc, ce sont deux entités différentes. Si vous ne pouvez pas donner la réponse par rapport à ce qu'on a fait les 10 derniers jours, on ne pourra pas avoir les renaissances. N'est-ce pas? L'esprit et le cerveau, est-ce que c'est deux entités ou est-ce que c'est une entité? C'est ce qu'on est en train de discuter. Vous ne savez pas ce qu'est une entité ou des entités différentes. Est-ce que le cerveau et l'esprit, est-ce que c'est deux entités? Je ne parle pas du cerveau et du corps, je parle du cerveau et de l'esprit. Est-ce que le cerveau et l'esprit? Donc on va donner la réponse maintenant. Ce que j'espère que vous connaissiez, c'est ce que veut dire une entité ou deux entités différentes. Et donc si cela vient dans votre esprit, là je vais pouvoir parler de l'esprit et du cerveau. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Ne spéculez pas. Ne spéculez pas pour le moment. Le cerveau et l'esprit. Le prix Nobel le lauréat du Nobel en sciences médicales ou en physiologie, le professeur Eric Kandel, dans son livre À la recherche de la mémoire. Je suis tellement heureux que le professeur Polligman, qui pendant 5 jours je l'ai rencontré pour revoir le livre avec sa sainteté, et donc je lui ai posé la question par rapport à de tels livres, et il a pointé du doigt le livre de ce professeur. Il a dit ce livre est bon, et j'ai dit et vous pouvez prendre ce livre et le lire. Et j'ai lu ce livre et j'étais tellement heureux de rencontrer ce livre, À la recherche de la mémoire. Et c'est comme une quête, une recherche. C'est de 2004, un lauréat du prix de physiologie, du prix Nobel de physiologie. Et donc son livre, c'est À la recherche de la mémoire. Et j'ai lu ce livre. Et dans les premières pages, peut-être 4 ou 5 pages, dans les premières 4 ou 5 pages, il a mentionné que, selon les neuroscientifiques, en accord avec les neuroscientifiques, il y a une hypothèse, ce n'est pas prouvé, il y a une hypothèse, il y a 2 hypothèses. L'une, il n'y a pas d'esprit, il n'y a que le cerveau. Et donc c'est l'hypothèse numéro 1. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a que le cerveau. L'hypothèse numéro 2, il y a l'esprit, mais c'est un dérivé du cerveau. Quand le cerveau meurt, l'esprit disparaît. Et c'est la seconde hypothèse de ce que disent les neurosciences actuelles. Et donc ce ne sont que des hypothèses, ce n'est pas prouvé. Et donc, mais les gens pourraient être confus entre ce qui relève d'une hypothèse et ce qui relève de la preuve. Et donc la question est
qu'il y ait ou non, what he wrote, ce qu'il a écrit est une hypothèse qui est l'hypothèse majeure des neurosciences. Est-ce que c'est accepté ou non? Donc on va commencer avec simplement une hypothèse de travail. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le cerveau? Et donc est-ce que les deux sont un? Ou est-ce que l'esprit est un dérivé du cerveau? Est-ce que c'est un épiphénomène du cerveau? Ou est-ce que les deux sont vraiment distincts? C'est la question. On ne va pas dire, mais non, les deux sont un ou les deux sont différents. N'allez pas sauter à la conclusion. On va essayer de le faire d'une manière avec dextérité. On va le faire d'une manière extrêmement raffinée, une pensée raffinée. Et cela nécessite une pensée raffinée. L'une, on doit distinguer l'esprit et le cerveau. Les scientifiques actuels disent, à un certain point, ils parlent de l'esprit, jusqu'à un certain point, ils parlent de l'esprit, et ils parlent de l'esprit comme étant l'expérience subjective que nous avons, et ils en parlent. Et à un moment donné, ils laissent tomber cette idée, et donc ce concept d'expérience subjective, c'est qu'ils appellent le qualia en anglais. Donc ils parlent de ça, c'est un terme qu'ils emploient pour parler de l'expérience subjective. Et à un certain point, ensuite, ils laissent tomber ce concept pour la raison que l'expérience subjective, ce qu'on appelle le qualia, c'est ce qui ne peut pas être mesuré. Donc il y a un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le mesurer, ils ne peuvent pas le supposer, ils ne peuvent pas le quantifier. Et donc pour que ce soit un thème qui puisse être couvert donc par la science dure, on pourrait dire, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit mesurable, qu'on puisse mesurer, qu'on puisse quantifier. Ça doit être quantifié aussi. Et puis le numéro 3, ça doit être quelque chose qui puisse être répliqué. On peut répliquer. Par exemple, j'expérimente la vacuité. Donc vous pouvez le répéter, cette expérience. Vous pouvez la répliquer. Et non, je ne peux pas répliquer. Je ne peux pas la donner aux autres. Je ne peux pas la répliquer pour les autres. Et donc c'est quelque chose qui ne peut pas être. C'est quelque chose qui doit être répliqué pour la science dure. Et puis cela doit être quelque chose qui est expérimenté à la troisième personne, pas à la première personne, pas une expérience à la première, mais à la troisième personne, quelqu'un d'extérieur qui est témoin de cela. Et donc ça doit être mesurable, ça peut être mesuré, ensuite ça doit être quantifiable, ensuite 3, ça doit être réplicable, et puis 4, ça doit être observé à la troisième personne et non pas à l'expérience à la première personne. Par exemple, quand j'expérimente la sagesse de la vacuité, par exemple, si on dit Patrick expérimente la vacuité, et puis on ne peut pas nous, à la troisième personne, on ne peut pas dire ah oui, tiens, il a l'expérience de la vacuité, on ne l'expérimente pas nous. Et donc nous, une troisième personne ne peut pas expérimenter ce que lui il expérimente. Et donc si cela devient comme cela, cela n'entre pas dans le domaine d'analyse de la science moderne. Et donc c'est pour ces raisons-là que le qualia ou l'expérience subjective est laissée tomber par la science moderne, par les neuroscientifiques. Qualia, Q-U-A-L-I-E-R. Qualia, L-I-A. Qualia. Et donc une chose qui est extrêmement importante, on devrait être extrêmement intelligent, extrêmement... pour le moment, on ne peut pas être extrêmement... Après 10 jours, on n'est pas si... on est un petit peu... On se sent un peu affaissé. Ah oui, on est extrêmement intelligent, on n'est pas fatigué, mais on ne se sent pas fatigué.
this topic should actually be done on the second day. Et donc en fait, ce thème devrait être expliqué au deuxième jour, pas au 10e. Okay, good break. On peut faire la pause de thé? Non. Non, non, non. Comment on peut dire ça? Okay. Malin. We should be smart. Et donc on devrait être malin. Parce que, en fait, tout simplement parce que ce n'est pas touché par la science moderne, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ne l'oubliez pas. Okay. I personally, my take, Par exemple, my personal take is that modern science. ce que je dis, c'est que la science moderne, c'est un système extrêmement rigoureux. I personally would say that Et je dirais, par exemple, personnellement, que revolution tant qu'il n'y a pas de révolution immense dans la science moderne, ne devrait pas penser à la conscience, ne devrait pas toucher à la conscience. C'est ma pensée personnelle, parce que la science moderne, c'est un système extrêmement rigoureux, et pour le moment, elle touche des aires de la conscience. La rigueur de la science moderne serait compromise en l'état actuel. La science moderne, c'est un extrêmement précieux trésor de l'humanité. Cela ne veut pas dire que la science moderne puisse tout expliquer, ne l'oubliez pas. Et certaines personnes, particulièrement dans ces jours où, dans les 1950, dans les années 50, les Chinois communistes chinois, voulaient éradiquer le bouddhisme in Tibet, au Tibet, saying that Buddhism en disant le bouddhisme est le mal. La religion, c'est le poison, c'est le mal. as the science Et au fur et à mesure que la science va évoluer, elle va prouver que la religion, c'est un poison. C'est une indication extrêmement claire du fait qu'ils ne comprenaient pas ce que voulait dire la science moderne. La science moderne, c'est un système extrêmement rigoureux et pourtant ne peut pas tout expliquer. Dès l'instant, ils vont expliquer tout, ils veulent tout expandre. Ils veulent, étendre leur domaine d'analyse, ils pourraient perdre leur rigueur. Si la rigueur est compromise, la beauté de la science est compromise. So why I'm saying that we should Donc pourquoi je dis, on devrait être malin, on devrait savoir que la science rigoureuse, why the business is bien, et tant qu'elle maintient cette rigueur-là, ces paradigmes aussi rigoureux, ne peut pas tout expliquer. Dès l'instant, la science c'est un système extrêmement rigoureux, on a l'impression que ça peut tout expliquer, c'est une illusion. C'est une indication qu'on n'est pas si malin que ça. how Comment? physics is a very rigorous system. La physique, c'est une science extrêmement rigoureuse, ça ne peut pas expliquer les neurosciences. Les neurosciences. La physique, c'est extrêmement rigoureux, mais ça ne peut pas expliquer les neurosciences. Les neurosciences, c'est un système extrêmement rigoureux, ne peut pas expliquer la physique quantique. Let's not forget. N'oublions pas cela. So therefore, C'est pourquoi la chose ici, c'est que un système rigoureux ne veut pas dire que cela peut tout expliquer, tous les phénomènes. Et donc les aires qui sont touchées, c'est pourquoi dans les enseignements bouddhistes, il y a une classification de tous les phénomènes en 3 groupes. all phenomena Tous les phénomènes sont classifiés en 3 groupes. Et les phénomènes manifestes, number 2 is 2, les phénomènes qui sont légèrement cachés. number 3 is Et 3, les phénomènes extrêmement cachés. manifest phenomena. Manifestes, Slightly semi-cachés et phénomènes extrêmement cachés. modern science. La science moderne peut toucher les phénomènes manifestes. Manifest phenomena is Les phénomènes manifestes, c'est quelque chose qui that has the characteristic a la caractéristique which the modern science que la science moderne recherche. Cela peut être mesuré, et que ça peut être quantifié. Cela peut être qualifié, cela peut être mesuré, cela peut être répliqué, cela peut être observé à la 3e personne. Et donc les phénomènes légèrement cachés, certains d'entre eux, la science moderne peut les toucher par la physique quantique, par exemple, la théorie de la relativité. Et donc cela peut être touché par la science. Ces phénomènes, une partie des phénomènes semi-cachés, mais ne peuvent pas du tout toucher certains des phénomènes semi-cachés ou légèrement cachés et pas les phénomènes totalement cachés. Dès l'instant où ils vont toucher ces phénomènes, vous allez à l'encontre de votre rigueur scientifique.
Et donc, en d'autres termes, ce que je dis, c'est que comme la physique ne peut pas expliquer les neurosciences ne peuvent pas expliquer la physique, de la même façon, la science moderne ne peut pas expliquer tous les phénomènes. C'est ce qu'on devrait savoir. Et pourtant, les phénomènes qui existent dans l'univers ne peuvent pas être tous des objets d'analyse de la science moderne. C'est bien plus au-delà de ça. C'est ce qu'on devrait garder à l'esprit. C'est pourquoi la conscience, pas la conscience dans la façon dont les traditions religieuses, philosophiques l'expliquent, etc., qui n'est pas empirique, mais la conscience empirique. Je suis heureux, je ne suis pas heureux, etc. Je suis extrêmement de mauvais caractère, ma fille, mon fils, extrêmement, mon neveu, etc. Et un très mauvais caractère, ou elle est très gentille, etc. Ces aspects, cela a à voir avec quelque chose d'empirique. Et donc ça, c'est de cela qu'on parle maintenant. Et le second point, la ligne de démarcation entre le cerveau et la conscience. Qu'est-ce qu'est exactement le cerveau et qu'est-ce qu'est l'esprit ou la conscience? On doit la démarquer. Et quelle est la ligne de démarcation? Disons que je vais vous demander, pensez aux moments les plus merveilleux que vous ayez pu avoir dans votre vie, dans votre jeunesse, quand vous étiez jeune par exemple, et que votre mère vous tenait dans ses bras. Pensez à cela. Et je vais vous donner, je vais vous parler des neurosciences. Ils vont vous mettre dans un IRM fonctionnel, dans un scanner, un IRM, et ils vont voir ce qui arrive à votre cerveau. Ils peuvent voir les ondes cérébrales, ils peuvent voir quelle aire de votre cerveau est activée, quel type de neurones sont activés, etc., quel type de neurotransmetteurs sont activés, quelle partie des neurones, les relations entre les neurones, etc. Ils peuvent voir cela, mais ils n'ont aucune idée de ce que vous pensez. Ou ce que vous, alors que vous savez exactement à quoi vous pensez, mais vous ne pouvez pas voir dans votre cerveau. Vous savez que vous pensez à votre mère qui vous tient dans ses bras. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je vous demande de penser au moment où vous étiez un jeune enfant, 4 ou 5 ans, 2 ans, votre mère vous tenait dans ses bras et elle vous berçait, vous donnait tellement d'amour, d'affection, vous pouvez imaginer cela? Pendant que vous êtes en train de penser à cela, vous avez cette pensée, ce processus conceptuel. Les scientifiques vont vous mettre dans un IRM fonctionnel et vont voir ce que vous allez continuer à penser à cela et vous allez dans un scanner. Et ils vont savoir, vous savez exactement ce que vous pensez, mais vous ne voyez pas vos aires cérébrales, vos ondes cérébrales. Vous ne voyez pas quels neurones, quels neurotransmetteurs sont activés, etc. Vous comprenez? Et avec cela, ce que je veux vous dire, c'est que pendant que vous êtes dans votre processus conceptuel, vous êtes tellement conscient de cela, alors que les neuroscientifiques ne peuvent pas le voir, ça c'est votre esprit, ce que vous voyez vous. Mais les neuroscientifiques ne peuvent pas voir, ils peuvent voir ce que vous ne voyez pas, les ondes cérébrales, les neurotransmetteurs, les aires cérébrales activées, et tous ces éléments, c'est votre esprit, c'est votre cerveau. Ce n'est pas votre esprit. Ce que les neuroscientifiques peuvent voir, c'est votre cerveau. Vous ne pouvez pas voir, c'est votre cerveau. Ce que vous expérimentez et que les neuroscientifiques ne peuvent pas voir, c'est votre esprit. C'est une distinction extrêmement importante. Maintenant, vous pourriez dire, ok, très bien, cet esprit que nous expérimentons, les neuroscientifiques ne peuvent pas voir. Il y a des gens qui pourraient dire, ok, très bien, monsieur, les neuroscientifiques peuvent savoir ce que je pense. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai parce que les neuroscientifiques, ils doivent faire des dictionnaires du cerveau, des dictionnaires sur les corrélations entre l'esprit et le cerveau. Et donc, comment est-ce qu'ils arrivent à faire cela? Ils ne savent pas ce qui se passe dans votre esprit. Ils voient juste les ondes cérébrales
et où les neurones sont activés, etc. Ils peuvent voir juste cela et voir les neurotransmetteurs qui sont activés, etc. d'une partie du cerveau à l'autre. Et c'est juste ce qu'ils peuvent voir et n'ont aucune idée de ce que vous pouvez penser. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire le dictionnaire? Parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous percevez. Et donc, par exemple, si on dit bonjour, bon appétit, etc. En français, on dit bon appétit. Bon appétit. Et donc, c'est ce que j'ai appris de Jeanne ce matin. Elle m'a dit bon appétit. J'ai dit ok, merci. Et c'est un très bon enseignant. Elle a dit bon appétit. N'est-ce pas? Et j'ai dit quoi, c'est quoi? Bon appétit? Et donc appétit, ça veut dire appetite. Et oui, en effet, c'est un bon enseignant. Et donc je ne connaissais pas le français. Bon, et donc, je devrais avoir un livre là où je vais marquer, mon propre dictionnaire. Elle a dit bon, ça veut dire bon. Appétit, ça veut dire appetite. Et donc j'ai fait mon dictionnaire. Et pour que je me souvienne, ah tiens, bon, ça veut dire bon, ça veut dire good, et appétit, ça veut dire appetite. Parce que je ne connais pas le langage. Les scientifiques, ils font des dictionnaires comme cela. Ils ne savent pas ce qui se passe dans l'esprit de la personne. Et donc ils doivent avoir un dictionnaire. Tiens, cette partie d'activation de l'esprit, quand cela arrive, c'est corrélé avec l'état mental de cette personne. Tiens, ça c'est par rapport au bonheur. Tiens, ça c'est l'activation cérébrale, ça veut dire la tristesse. Tiens, cette activation cérébrale, ça veut dire la peur. Comment est-ce qu'on peut le faire? C'est parce que dans la machine, il vous expose à des visions, à des expériences, des films de guerre, etc. Et donc, quand vous voyez ce film, et vous avez peur, vous êtes triste, etc. Et puis après, vous voyez un autre écran. Et sur l'écran, vous voyez l'activation cérébrale. Ah, tiens, cette partie, c'est la peur. Et quand cette partie du cerveau est activée, ça, c'est l'excitation. C'est comme ça qu'ils font le dictionnaire. Mais ils ne voient pas vos propres corrélats intérieurs de l'esprit. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre le cerveau et l'esprit. Ça, c'est une partie extrêmement importante. Ensuite, ce monde est gouverné entre les deux, le cerveau et l'esprit. L'esprit et le cerveau. Je ne parle pas de l'univers. Ce monde-là, notre monde, pour l'instant, les guerres adviennent, et le terrorisme arrive, et la corruption arrive, et les accords internationaux existent, et le Brexit arrive, et tout cela advient parce que, à cause de ces deux, l'esprit et le cerveau, les activations de l'esprit, du cerveau, à cause de l'esprit. Je suis heureux, je ne suis pas heureux, vous comprenez? Ce que mon esprit devrait être heureux. Mon esprit devrait être heureux, ce sentiment que vous avez, dont vous avez l'expérience directe, que les neuroscientifiques ne voient pas sur l'écran, ce que vous ressentez, et donc en particulier, si le bonheur se dissout et que vous avez la tristesse, il y a les neurotransmetteurs. Le boulot des neuroscientifiques, c'est d'enlever ces neurotransmetteurs parce qu'ils vous rendent malheureux. Vous voyez le corrélat? Le mécontentement est le plus important. Quand ce sentiment est plus important, parmi ces sentiments, ces ressentis que vous avez, et que les neuroscientifiques n'ont pas eux, quand ils vous observent. Et donc vous avez, j'expérimente le bonheur à cause de l'oxytocine, à cause de la sérotonine, à cause de la dopamine. Et donc ça, ce sont les bons neurotransmetteurs. Ah, ceux-là, ils sont très bien. Ça vous rend heureux. Ok, ceux-là ne doivent pas être enlevés. Ceux-là, ils sont très importants. N'est-ce pas? Ou l'endorphine. Et ces quatre sont connus comme étant les hormones du bonheur.
Parce que quand vous êtes heureux, vous avez ces 4 qui sont activés. Et donc ces 4 sont très bien. Et quand vous êtes malheureux, très stressé, le taux de ces 4 est réduit. Et donc on a les hormones du stress. Et donc, ce qu'on appelle les hormones du stress sont, les hormones du stress éliminent ou réduisent les hormones du bonheur, etc. Et donc, en fait, nous, on est prêts à sacrifier nos hormones biologiques qui sont en cause de nos mécontentements, etc. Et donc, nous sommes capables de développer ces neurotransmetteurs qui sont responsables du bonheur. Et donc, en fait, tous les parcs, tous les jardins que l'on a dans le monde, on a la pollution de l'air, etc. On a la pollution de l'air, nous sommes affectés par cela et notre esprit ne se sent pas heureux. Et donc, la longévité est affectée. Et donc, les gens ont peur. Et donc la peur ne devrait pas survenir. Et donc finalement ce monde opère à cause de cet esprit, finalement, pas à cause du cerveau. Comment est-ce que cela opère et pourquoi cela opère, les deux? Pourquoi est-ce que cela opère? C'est pour l'esprit, pas pour le cerveau. Comment est-ce que cela opère? Cela peut être expliqué de termes de l'esprit et du cerveau. On va s'arrêter ici aujourd'hui, ce matin. 20 minutes and then question answers. On a 20 minutes de pause et ensuite les questions-réponses. Which one? Why and how? Okay. Donc pourquoi Why this word is Pourquoi ce monde opère? C'est pour l'esprit. How it is Comment est-ce qu'il opère? is because of this. C'est à cause du cerveau et de l'esprit, les deux en même temps. How and why? Donc comment et pourquoi? Both. Why is Ou only pourquoi c'est juste pour l'esprit, pas pour le cerveau? Parce qu'on serait prêt à sacrifier certains neurotransmetteurs, alors qu'on ne va pas sacrifier. Donc si par exemple, cette partie du cerveau est très importante, cette partie du cerveau est très importante, et l'amygdale est très importante, et au sein de l'amygdale, et donc si vous ressentez tellement de peine, vous enlevez l'amygdale, et vous êtes extrêmement heureux. Et donc on va enlever, vous allez demander plus, s'il vous plaît, retirez-moi l'amygdale. Alors que, non, je ne veux pas perdre mon amygdale. Si mon bonheur disparaît, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas aller dire ça, vous allez dire, je suis prêt à sacrifier mon amygdale pour mon bonheur. Et vous êtes prêt à sacrifier le corps, mais vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre esprit. Ça, c'est la priorité et c'est le point central. C'est la centralisation de toutes les opérations du monde. Et du point de vue de la philosophie bouddhiste, on va dire l'univers tout entier, pas uniquement le monde, mais l'univers tout entier opère à cause de la centralisation de l'esprit. On va faire une pause. Donc on revient à 12h45. Et on fera les questions-réponses. Et ensuite, l'après-midi, on aura une session à 4h30. À 4h30, on aura juste une session. Très bien. Bodhisattva